Capsule portant sur la notion de force efficace vue en sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire. Cette notion, on la reprend en physique de cinquième secondaire. Ici, c'est simplement une capsule. Donc, ça veut dire que le cours théorique a été vu. Si vous voulez le revoir, vous pouvez visiter le site internet patiosciences.com. Vous allez retrouver tous les cours théoriques de sciences et technologies de l'environnement, ainsi que tous les cours théoriques de chimie et de physique de cinquième secondaire. Nous allons aborder la force efficace d'une manière intuitive en quatrième secondaire. La raison de cela, c'est qu'en quatrième secondaire, nous n'avons pas vu encore en mathématiques la théorie portant sur les vecteurs. Donc, c'est pour cette raison que nous allons aborder de façon intuitive les forces. Nous avons vu antérieurement que les forces, nous avions une unité qui est associée aux forces, le Newton. La physique, c'est beaucoup la connaissance des variables et les unités associées à chacune de ces variables. La force efficace, nous avions vu que sa variable, elle était grand F, indicée de petit e, FF. Nous avions vu aussi que la force efficace est une force qui est parallèle au déplacement de tout corps qui se déplace, de tout objet qui se déplace. Voyons la force efficace en lien avec un mouvement horizontal. Alors, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de retrouver de la trigonométrie, de retrouver des éléments mathématiques que vous connaissez en quatrième secondaire. Alors, lorsque nous avons un traîneau, par exemple, ou un objet, une boîte, qui est déplacé avec une certaine force, donc si nous avons quelqu'un qui a une corde, qui force, et qui a une corde attachée à l'objet, donc de façon intuitive, nous savons que l'objet va se déplacer à l'horizontale et en même temps, la corde, lorsqu'elle est à l'oblique ici et qu'elle forme un angle de θ avec l'horizon, nous avons que intuitivement, le traîneau ou la boîte va s'élever un peu. Donc, en cinquième secondaire, nous, on va dire que cette force-là se décompose en deux vecteurs, un en X et un en Y. On va aussi dire aussi que si la boîte se déplace à vitesse constante, que nous avons un équilibre de translation et que la somme vectorielle des forces donne une résultante nulle. Donc, on va dire plein de choses nouvelles en physique parce que nous allons être outillés. Alors ici, cette force, on pourrait dire tout simplement que il y a comme une poussée. Hein? On a vu, nous, la force normale antérieurement. Donc, il y a comme une poussée de l'objet vers le haut. Donc, cette poussée-là revient, un peu comme notre force normale, en fait, parce que ça va comme surélever, mais perpendiculairement, notre objet. Et nous avons le déplacement ici. Et la définition de notre force efficace nous dit que le déplacement, il est parallèle à la force efficace. Donc, nous allons donc la retrouver ici, notre force efficace. Alors, la vision globale de tout cela, en quatrième secondaire, c'est d'y aller de façon intuitive. Le but, c'est de trouver un triangle rectangle et d'appliquer les notions mathématiques que vous connaissez tout simplement. Donc, lorsqu'on voit un triangle rectangle, un angle, une hypoténuse, le côté adjacent à l'angle, on pense tout de suite au cosinus de l'angle, qui est le côté adjacent. Dans ce cas-ci, le côté adjacent, c'est la force efficace et l'hypoténuse, c'est la force. Si on isole la force efficace, cela va correspondre au cosinus de l'angle multiplié par la force. On prend soin aussi, lorsque nous allons faire des calculs, d'avoir toujours la calculatrice en degrés et non en radians ou en gradients pour calculer la force efficace. Alors ici, si je veux faire un petit exemple rapide, donc on tire avec une force de 50 newtons sur un objet. Ici, l'angle θ, il est égal à 30 degrés.
ça va soulever intuitivement un petit peu notre boîte que l'on tire. Alors, la physique, c'est beaucoup la pose de problèmes, la connaissance des unités et de leurs variables associées, la variable associée à la bonne unité. Vous avez l'angle θ de 30 degrés et qu'est-ce qu'on cherche? La force efficace. Alors, vous pouvez refaire l'analyse géométrique ou bien l'apprendre par cœur. Donc ici, si vous ne voulez pas apprendre par cœur, vous savez que la force efficace, elle est parallèle au déplacement. Donc, c'est le côté qui est adjacent à notre angle. Et donc, le cosinus de θ est égal à la force efficace divisée par la force. Notre force, elle est ici. La force efficace, c'est ce que nous cherchons et vous avez votre angle de 30 degrés. On peut procéder à notre substitution. Vous avez le 30 degrés. La force efficace, c'est ce que nous cherchons, divisé par notre force ici. Si on isole, donc on n'oublie pas, je le répète, là, de placer, de mettre notre calculatrice en degrés. Donc si on isole, ça va nous donner une force efficace qui est égale à ce qu'on a trouvé tantôt comme formule, cosinus de 30 degrés fois le 50 newtons, des newtons multipliés par le cosinus de 30 degrés, ça va nous donner aussi des newtons, hein? Donc ça va nous donner l'unité d'une force, 43,3 newtons. Qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? Ça veut dire que lorsqu'on force avec une force de 50 newtons pour tirer un traîneau ou une boîte, un objet quelconque, il ne va pas se déplacer comme si on avait vraiment appliqué cette force-là. Il va se déplacer, il va se déplacer comme si nous avions appliqué simplement une force de 43,3 newtons. Pour que notre force musculaire appliquée à l'objet soit la même que la force efficace, il faut que le θ soit égal à 0. Mais ici, ce n'était pas le cas. Allons voir un exemple. Un traîneau ici qui est tiré avec une force de 60 newtons. La corde forme un angle de 35 degrés avec l'horizon. Le traîneau, lui, va se déplacer sur une distance de 0,2 km. Attention, on va nous demander le travail. Le travail, hein, on a vu cette notion-là antérieurement, ça nous prend une force qui est parallèle au déplacement pour le calculer. La force ici, elle va prendre quelle forme? Elle va prendre la forme de la force efficace. Pourquoi les deux petites barres ici? C'est pour nous faire penser que le travail, justement, on peut le calculer si la force est parallèle au déplacement. Sinon, nous n'avons pas la notion de travail. Alors ici, on fait attention, on va aller poser notre problème. Alors, nous avons un θ de 35 degrés. Lorsque je dis on fait attention, c'est parce qu'on n'y arrivera pas tout de suite au calcul du travail. Il va falloir passer par le calcul de la force efficace en premier. Nous avons la force qui est égale à 60 newtons. Ensuite, nous avons à calculer la force efficace avant de calculer le travail. En même temps, une autre valeur qui a été donnée, c'est le déplacement. Par définition, le déplacement, pour calculer dans la formule du travail, pour calculer le travail, nous avons besoin dans la formule des newtons qui sont multipliés par des mètres. Donc, il ne faut pas garder des kilomètres, mais bien des mètres. Il faut donc multiplier par 1000 pour avoir des mètres. Maintenant, on peut peut-être appliquer par cœur ce qu'on a vu tantôt pour calculer la force efficace, parce que c'est cette force que nous avons besoin. Dans le calcul du travail, notre force va prendre la forme de la force efficace. Alors, la force efficace, nous avions vu que c'était, dans le cas d'un mouvement à l'horizontale, le cosinus de l'angle qui était multiplié par la force. Ça nous donnait une force efficace qui va correspondre ici à 49, si on l'arrondit
au dixième, 49,15 newtons. Alors, nous avons la moitié de la solution de fait. Par la suite, il nous reste à calculer le travail. Alors, le travail, nous avons donc besoin de notre force qui est parallèle au déplacement. C'est la force efficace. Notre force efficace de 49,15 newtons multipliée par notre déplacement qui était de 200 mètres. Par définition en physique, des newtons multipliés par des mètres, ça nous donne des joules. Donc 9830 joules. Maintenant, je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on pouvait apprendre par cœur la formule pour calculer la force efficace. Mais attention, la force efficace, dans le cas d'un mouvement horizontal, c'est le cosinus de l'angle fois la force qu'on nous a donnée. Maintenant, voyons la force efficace, mais avec un plan incliné. Alors, avec un plan incliné, nous avons, supposons, un objet. Comme en laboratoire, nous avions, avec un dynamomètre, nous avions tiré sur un chariot afin de le faire monter sur un plan incliné. On faisait varier l'angle du plan incliné et on pouvait noter la force efficace. Donc, c'est ce qu'on vous avait demandé et plus que ça, on pouvait aussi calculer une force efficace théorique avec les mathématiques et faire la comparaison dans le but de trouver des sources d'erreur, etc. Donc, si nous avons un objet sur un plan incliné, le plan incliné, c'est peut-être pas tout le monde qui a pu voir ça en deuxième secondaire, mais vous avez vu que les poulies, les palans, les moufles, les plans inclinés, les coins pour fendre du bois, par exemple, etc., ce sont des machines. Le plan incliné est principalement une machine simple. Il en existe des complexes lorsqu'on fait des agencements de machines. Et le mot le dit, une machine simple, ça nous simplifie la vie. Alors, si par exemple, vous voulez déménager, vous voulez mettre dans un camion une grosse boîte, un électro, ça peut être un frigo, peu importe, vous voulez le mettre dans un camion. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va mettre un plan incliné parce que ça va nous faciliter la vie, ça va nous simplifier la vie. En fait, culture personnelle, c'est pas de la notion de STE, c'est de la notion plus que vous allez voir au cégep. L'avantage mécanique. Le plan incliné nous donne un avantage mécanique. Et cet avantage mécanique-là, ça veut dire que c'est avantageux de travailler avec un plan incliné ici, par exemple, pour mettre dans un camion un objet qui est assez, qui a un poids assez élevé. C'est que l'avantage mécanique du plan incliné, il va vraiment avoir une valeur mathématique qui est 1 sur sinus de l'angle. Donc, il va varier cet avantage mécanique-là par rapport à l'angle. Mais en fait, ça vous dit de combien de fois vous allez moins forcer pour monter un objet dans le camion. Je prends un exemple. Si vous avez un objet qui a un poids de, on va dire 700 newtons, il est ici. Vous voulez pousser dessus à vitesse constante pour pouvoir le monter puis l'introduire dans le camion. Supposons que votre angle est de 20 degrés. Alors, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que la force musculaire que vous allez devoir déployer va être moins que le poids de l'objet. Mais de combien moins? De tout simplement le poids de l'objet divisé par son avantage mécanique. Je sais que c'est une notion qui est un petit peu complexe, j'en donne un petit peu plus que vous devriez en voir, mais vous allez voir une relation qu'on va faire apparaître ici. En fait, cette force-là que je suis en train de calculer, ça va être notre force efficace. Donc ici, si on prend notre calculatrice et qu'on calcule le 700 divisé par 1 divisé par notre sinus de 20, donc le sinus de 20 degrés, ça va vous donner une force qui va être de 239,41 newtons. Donc, qu'est-ce que ça vous donne comme information?
ça vous donne comme information que vous allez forcer pas mal moins que le poids de l'objet. Vous allez pas... En fait, si l'objet était à l'horizontale, on aurait à forcer avec une force pour le déplacer qui vaut au moins son poids. Mais lorsque vous avez un plan incliné, on doit forcer beaucoup moins. En physique, on appelle ça l'avantage mécanique. Alors, c'est des notions. C'est sûr qu'en deuxième secondaire, on ne vous a pas fait calculer l'avantage mécanique comme étant 1 sur sinus de θ, mais on vous a montré intuitivement qu'on forçait moins avec un plan incliné lorsqu'on avait un objet à déplacer, tout simplement. Mais regardez qu'est-ce que je vais faire ici. OK, l'analogie, là, je vais revenir avec cette formule-là, puis regardez, je n'ai pas donné encore de nom à la force ici, là. Je n'ai pas donné encore de nom, mais je reviens à mon plan incliné. Mon plan incliné, encore là, en cinquième secondaire, on va amener l'axe des X et des Y. L'axe des X et des Y, il va subir une rotation. Donc, on va vous parler des poids, du poids de l'objet par rapport à X, par rapport à Y, etc. Mais, comme je vous l'ai dit au début de la capsule, nous, on va voir ça d'une façon intuitive. Et votre vision globale que vous devez toujours garder en tête en quatrième secondaire, c'est d'essayer de trouver un triangle rectangle. Alors, le triangle rectangle va être le suivant. Vous avez votre objet, ramenez-le en un point. Qu'est-ce que vous avez toujours de l'objet que vous connaissez puis qui est perpendiculaire à la surface horizontale? C'est son poids. Donc, vous connaissez ça. Ensuite, l'objet est sur une surface. Qu'est-ce que vous connaissez de la surface? En fait, la surface applique une force vers le haut qui est perpendiculaire, ce qu'on appelait la force normale. Et vous avez, à ce moment-là, aussi le déplacement. En passant, le déplacement peut être vers le haut ou vers le bas. Donc, vous voyez le troisième petit vecteur. Le but, c'était tout simplement de trouver un petit triangle rectangle. J'ai réussi. Donc, on va garder ça comme vision globale. Donc, bien entendu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va y aller de façon plus mathématique et plus avec les composantes en X et en Y de notre poids, etc. On va parler même en physique de cinquième secondaire, lorsqu'on déplace l'objet à vitesse constante, encore là, d'équilibre de translation, de tenségrité, etc. Alors ici, on a trouvé notre triangle rectangle. Il nous reste à trouver une autre information, l'angle que j'ai ici. Je vais y aller avec l'angle de 20 degrés. On va faire un petit peu d'analyse géométrique. Nous savons que si on additionne les angles d'un triangle, ça nous donne une somme qui est égale à 180 degrés. Nous avons 90 degrés ici. Nous avons 20 degrés ici. Donc, je prends un exemple quelconque. Il nous reste donc 70 degrés ici. Mais nous avons ici un angle de 90 degrés. Ici, j'ai 70. Si je veux connaître cet angle-là, je fais 90 degrés moins 70 degrés, ce qui me donne 20 degrés. Ah! L'angle qu'on retrouve au niveau de notre triangle rectangle est le même que l'angle du plan incliné. Donc, le θ revient ici. OK? Le θ revient ici. Alors, ça devient relativement facile, notre déplacement est sur le plan incliné, de donner des variables. Nous avons donc la force efficace ici, le poids, l'angle. Si on relie tout ça, nous avons l'opposé à l'angle, donc le sinus. Son opposé, c'est la force efficace. Son hypoténuse, c'est le poids. Et voilà. Donc, attention, lorsqu'on apprend par cœur en physique, pour le mouvement horizontal, c'était le cosinus. Pour le mouvement qui est oblique, c'est le sinus. Alors, si on isole la force efficace, vous pourrez l'apprendre par cœur pour un plan incliné, c'est le sinus de l'angle multiplié par le poids, ou le poids multiplié par le sinus de l'angle, peu importe. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais pour faire une analogie avec ce que je vous ai montré pour l'avantage mécanique. On a vu tantôt
que la force déployée lorsqu'on a un plan incliné n'est pas le poids. J'avais le 700 newtons. Rappelez-vous le 700 newtons que j'avais comme poids. Supposons que j'ai un objet que je dois déplacer. J'avais le 700 newtons. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai simplement à le diviser par son avantage mécanique, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais mentionné. Mais si on divise en mathématiques par une fraction, c'est le cas ici, je divise par 1 sur sinus de θ, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, l'inverse de la fraction, c'est sinus θ sur 1. Donc, finalement, ça devient le poids fois le sinus de θ. Mais en fin de compte, c'est la force efficace. Regardez, c'est la même formule. Donc, le poids multiplié par le sinus de θ. Donc, lorsqu'on utilise l'avantage mécanique, on peut rapidement, donc si on se souvient par cœur que l'avantage mécanique d'un plan incliné, c'est 1 divisé par sinus de θ, on peut trouver rapidement la force efficace en prenant le poids de l'objet divisé par 1 sur le sinus de θ, divisé par l'avantage mécanique. Allons faire un exemple. Nous avons une personne qui tire une boîte le long d'un plan incliné avec une certaine force. Le plan incliné, nous avons un angle de 20 degrés. La longueur, elle est de 3 mètres. Nous avons la masse ici de 15 kg. On nous demande le travail. Encore là, la physique, c'est la connaissance des variables associées avec les unités. Et on n'arrive pas juste avec un claquement de doigts à la réponse. Il faut passer par différentes étapes. Alors ici, nous avons le θ qui est donné, qui est de 20 degrés. Nous avons la masse de l'objet qui est 15 kg. La masse en physique, lorsqu'elle est donnée, ça inspire le poids que vous pouvez aller calculer tout de suite. Donc le poids qui est égal à ma masse qui est en kilogrammes. Pourquoi? Parce que l'intensité du champ gravitationnel est en newton par kilogramme. En 5e secondaire, vous allez trouver une autre unité de l'intensité du champ gravitationnel qui va être le mètre par seconde carrée et on va l'appeler l'accélération gravitationnelle à ce moment-là. Donc, vous allez trouver une autre unité au 9,8 en 5e secondaire. Qu'est-ce que nous avons comme autre information? Nous avons le déplacement. Le déplacement va se faire, donc ils l'ont appelé L. Voyez-vous, le delta S, là, ça peut prendre plusieurs variables en fait. Donc nous l'avons appelé L. Le déplacement se fait, c'est correct, sur 3 mètres. L'unité est correcte, on utilise des mètres. Nous avons donc à calculer le travail, mais on n'oublie pas que le travail, c'est toujours un déplacement d'objet parallèle. En fait, je vais l'écrire dans le sens qu'on l'a montré tout à l'heure. Donc, c'est toujours une force qui est toujours parallèle au déplacement. Ici, la variable déplacement, c'est grand L. Ici, c'est une force qui est parallèle au mouvement. Le mouvement, il est sur un plan incliné. Donc, notre F ici pour la notion de travail va prendre la définition de force efficace. Donc, voyez-vous, il va falloir faire 2 claquements de doigts. Le premier, pour calculer la force efficace, ceux qui veulent apprendre par cœur que la force efficace, lorsqu'on doit la calculer pour un plan incliné, c'est tout simplement un sinus que vous aurez à utiliser. Vous pouvez le faire, mais je vais me ramener ici. En fait, l'objet, ça ressemble à ce que nous avons fait en laboratoire. Hein? On tirait avec le dynamomètre sur l'objet. Moi, je le ramène en un point. Donc, si vous avez oublié votre par cœur, on fait toujours la même chose. On veut, dans la vision globale, trouver simplement un triangle rectangle. En 4e secondaire, c'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas ramener l'axe des X et Y et faire de l'analyse. Non, on ne veut pas faire ça. Alors ici, on ramène perpendiculaire à l'horizon notre poids. Donc, on le connaît, c'est le FG, nous l'avons vu antérieurement. Ensuite, on ramène une autre force, qui est la force normale, celle qui est perpendiculaire à la surface
sur laquelle se déplace l'objet. Donc, voyez-vous, vous l'avez, votre plan incliné. Maintenant, nous avons fait, pas le plan incliné, pardon, votre triangle rectangle sur le plan, au niveau du plan incliné. Par la suite, nous avions déduit tantôt que l'angle du plan incliné se retrouvait ici. Donc, on n'a pas besoin de le démontrer à chaque fois. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer la force qui est parallèle à votre déplacement. Donc, la force efficace, c'est l'opposé sur donc le sinus de θ qui est égal à l'opposé sur le poids, l'hypoténuse étant notre poids. Alors, faisons les calculs. Encore là, la force efficace, je vais passer une étape, là. C'est notre sinus de 20 degrés multiplié par, ici, donc la force efficace donc, qui est divisée par notre poids, j'avais oublié de le noter ici, là, qui est 147 newtons. Donc, on va aller diviser, donc qui est multiplié, pardon, par notre poids, qui est notre 147 newtons. Donc, voyez-vous ici, la force efficace prend cette définition-là là, de sinus de l'angle multiplié par le poids. Ça va nous donner une valeur de 50,27 newtons. Encore là, ceux qui voulaient aller rapidement, vous pouviez tout simplement prendre le poids divisé par 1 sur sinus de θ, donc de 20, pour la trouver facilement. Par la suite, il nous reste simplement à calculer la force efficace, pas la force efficace, mais le travail avec la force efficace et le déplacement qui est donc notre déplacement qui était égal à L, qui correspondait à L sur notre situation. Donc, ça veut dire 50 pour notre force efficace, 50,27 newtons, multiplié par le 3 mètres, et des newtons multipliés par des mètres, par définition en physique, ça nous donne des joules. Donc, 150,81 joules. Ça termine la petite capsule portant sur la force efficace.